Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. On est parti ? Ouais. Allez, bonjour Christophe, merci d'accepter notre invitation au micro de Tipping Point. Merci à vous. Christophe, je dois te confesser deux choses. La première, c'est que de préparer une introduction pour te présenter, c'est pas facile. T'as un parcours qui est impressionnant. On y reviendra, mais tu as été patron de business en Europe centrale, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, pour différentes marques de camions du groupe Volvo. Mais la seconde, elle est beaucoup plus personnelle. Moi, j'aurais aimé vraiment te connaître avant, et te connaître il y a très longtemps, pour bénéficier de la qualité de ton regard. Tu as les yeux qui disent beaucoup, je trouve. Avec Lucie, on est hyper content de t'avoir au micro de Tipping Point. On partage, je crois, cette conviction que les entreprises ont un rôle crucial à jouer dans la construction du monde que l'on souhaite laisser à nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. On en discutait au café tout à l'heure. Aujourd'hui, tu relèves un certain nombre de défis, à commencer par celui de la révolution électrique opérée par le groupe Renault Trucks. Et vous allez en faire un pionnier de la décarbonation. Christophe, on va commencer par notre question traditionnelle. Qui es-tu ? Alors d'abord, merci pour ces mots d'introduction. Flatteur, peut-être un peu trop flatteur par rapport à la réalité. Alors qui je suis un Gone. Je suis un vrai Lyonnais. J'ai passé toute ma jeunesse à Lyon dans une famille aimante avec un papa directeur d'une clinique aux Minguettes et une maman qui s'est surtout occupée de ses enfants. Ils sont encore à Lyon, on est voisins. Et avec un frère aîné, Stéphane, et une sœur cadette, Caro, qui habite aussi à Lyon. Et on a eu une enfance, j'ai envie de dire, une enfance la plus confortable émotionnellement, psychologiquement possible. Donc, quand j'essaie de faire un bilan des 20 premières années, ça a été que simple. Et donc, je pense que ça nourrit une confiance en moi et en la vie forte. Et puis, j'ai fait des études. J'étais plutôt un bon élève. J'ai fait mes études et j'ai eu la possibilité soit de partir dans une école de commerce à Paris, soit de rester à Lyon. École de commerce à Paris qui était plutôt mieux notée, mais un peu par provocation et par goût de cette ville de Lyon, j'ai décidé d'y rester. Et les profs ont dit, il faut qu'il soit dingo comme Martin pour faire des choix pareils. Et c'était sûrement un peu vrai, mais c'est un choix que j'ai pas regretté. J'ai pas regretté d'abord parce que j'ai passé 3 années à Écully merveilleuse. Et puis j'ai rencontré celle qui est devenue ma chérie depuis près de 30 ans. Donc c'est rien que pour ça, c'était la très très bonne décision de ma vie. Donc j'ai fait mes études à Lyon et à l'époque, quand je discutais avec mes copains, je disais de toute façon, moi je ferai ma vie à Lyon. C'est sûr, je bougerai pas, je serai sédentaire. Puis parfois on dit des grosses conneries. Et là, c'en était une puisque en fait, sitôt que j'ai terminé mes études, effectivement, j'ai eu la chance de partir en Asie. Donc, je suis parti d'abord à Hong Kong. Je dois dire qu'à l'époque, celle qui était ma copine était elle-même fille d'expat. Elle est née au Pérou, vécu en Italie. Et donc, c'était la première à me dire, il faut que tu partes. Et donc, j'ai eu la chance de partir en Asie, à Hong Kong, pour une PME de la région. Et on a passé 2-3 années super. C'était à Hong Kong à l'époque anglaise. Et on travaillait beaucoup, mais je dois dire que j'ai un peu découvert ce qu'était le monde professionnel. J'ai d'ailleurs été un piètre vendeur, j'étais commercial. Pendant 1 an, j'ai vendu 0. Alors ça m'a appris l'humilité et le respect que j'ai maintenant pour les forces de vente. Et puis après, ça s'est mieux passé. Mais au terme de cette période à Hong Kong, on a décidé avec Marie de nous marier. Et on a dit, il faut qu'on rentre en France pour avoir une vie peut-être un peu plus normale. Et évidemment, j'ai dit, ça serait bien qu'on vive à Lyon. Et quand on veut vivre à Lyon et qu'on rentre, on se dit finalement peut-être je devrais postuler chez Renault Trucks. C'est ce qui s'est passé. Donc je suis rentré chez Renault Trucks en 93 et je pensais travailler à Lyon, mais je suis rentré dans la direction export et donc qui était à Paris à l'époque.
Donc effectivement, j'ai travaillé sur l'Europe de l'Est. J'étais tout jeune, notamment sur l'ex-Yougoslavie, qui a été une expérience assez marquante de ma vie. Découvrir un monde en guerre, et c'était très émouvant. Et mon patron de l'époque m'a proposé de partir en Turquie où on montait une filiale. J'avais demandé pourquoi faire. Il m'a dit, je sais pas, mais viens. J'ai dit, OK. C'est un patron qui a été un patron emblématique pour moi. Donc, on est parti en Turquie. On a eu la chance d'avoir 2 petits en Turquie. Baptiste, avec un deuxième nom turc, Mehmet, et Louise, avec un deuxième prénom turc, Lale. Donc, on a eu ces 2 enfants quand on était en Turquie. Et puis là, mes patrons m'ont dit, ça serait bien que tu fasses un travail vraiment engageant, que tu diriges des garages, des concessions. Donc c'est ce qu'on a fait, ce que j'ai fait. On est parti en Bretagne, pas l'expatriation la plus simple, à Lorient. On a passé 3 ans à Lorient, 3 ans pas nécessairement évidents, avec un job très impliquant. Et on m'a proposé de partir là au Maroc. Donc on est parti au Maroc pour une magnifique expérience chez ce qu'on appelait Berlier Maroc. On a eu notre 3e petite, Madeleine, alias Nour, parce que donc on avait choisi de donner aussi un prénom arabe à la petite. Et en 3 années magnifiques au Maroc. Et là, Renault Trucks m'a demandé de partir, et j'en étais ravi, en Asie pour mettre en place la structure de Renault Trucks en Asie, à Singapour. Puis je suis parti avec le groupe Volvo 1 an à Pékin. Puis le groupe Volvo m'a envoyé patron de la région Thaïlande pendant 4 ans en Thaïlande. Et puis là, ils m'ont nommé patron de la région Asie-Pacifique et je suis retourné 4 ans à Singapour pour toutes les marques du groupe. Et puis là, il y a eu de nouveaux remaniements structurels dans la boîte et on m'a proposé de travailler seulement pour une marque, donc soit au Japon pour une marque, soit aux États-Unis, soit en Suède, soit à Lyon. Et là, ça a été un peu retour aux sources. À quasiment un demi-siècle, un peu après les ailes, les racines, et donc un retour en étant heureux de revenir dans ma ville, retrouver ma famille, mes parents, ma sœur, mon frère à Paris, mais des amis de longue date, et puis de se réinstaller là où je pensais que je devais être. Donc on est revenu, le retour n'a pas été si simple. Pendant 2 ans, j'ai été patron de Renault Trucks International. Et puis, depuis 4-5 ans, maintenant, je suis le patron de Renault Trucks France. Et en fait, le fil conducteur, ça a été, donc ça fait près de 30 ans que je travaille pour la même boîte, ce qui est assez rare finalement. Même si j'ai eu l'impression de travailler dans des environnements tellement divers mais le fil conducteur, ça a toujours été un peu des aventures, et d'abord des aventures humaines, avec, quand on est à l'étranger, une vraie porosité entre sa vie pro et sa vie perso, avec la chance de se faire des amis tout au long de ses pérégrinations, et avec une chance unique d'avoir une grande partie de ses amis qui est revenue sur Lyon de manière étonnante. Donc on est tout un groupe d'anciens asiatiques ou anciens turcs, anciens marocains sur Lyon. Et donc d'avoir le sentiment d'avoir vécu une aventure personnelle. Au-delà de ça, ce qui a toujours été important pour moi, c'était de bien manger et de bien boire. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance là aussi dans les pays dans lesquels on est allé. Et puis d'avoir une épouse qui a réussi à accompagner ce mouvement avec beaucoup de talent, parce qu'elle a réussi chaque fois à mener des missions super intéressantes, et encore aujourd'hui à Lyon. Et des petits qui ont vécu des moments un peu d'instabilité, mais je trouve qui leur ont donné à tous les 3 quand même une grande force et une grande curiosité. Donc voilà, en quelques mots, j'ai été peut-être un peu long, mais voilà un peu si je devais résumer. Et j'adore le foot. Je sais que c'est pas assez particulier, mais j'adore le foot. Tu soutiens Lyon, bien sûr. Je soutiens l'Olympique Lyonnais. Je suis un des premiers supporters de l'Olympique Lyonnais. Mais je regarde aussi le rugby, le Loup, l'Asvel. Enfin, je suis dramatique. Je suis un vrai Lyonnais. Qu'est-ce que tu apprends sur toi à chaque fois que tu bouges lors de tous ces voyages? Parce que évidemment, ça te fait progresser dans ta carrière, dans ton management, de voir des cultures aussi diverses, et j'imagine qu'on manage pas des équipes marocaines comme on manage des équipes asiatiques. Peut-être que tu pourras nous en dire un mot, mais déjà par rapport à toi,
au Christophe, tu vois, tu pars, t'as quel âge la première fois? La première fois, aujourd'hui j'en ai 53. Quand je pars la première fois à Hong Kong, j'ai 22 ans. Ouais. D'abord, je pense que ça apprend d'une manière ou d'une autre une forme d'humilité parce que quand tu débarques quelque part, tu comprends pas tout. Il y a effectivement des codes à découvrir. Alors, j'ai eu la chance d'appartenir à un groupe où ils nous formaient à des cours d'interculturalité. Donc, on passait toujours un peu de temps quand même pour essayer de déchiffrer certains codes. Même si une des leçons que je tire de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qui nous rassemblent et qu'on partage que des différences qu'on met beaucoup en exergue. Donc, j'apprends une forme d'humilité sur on repart chaque fois à zéro. Je pense que j'apprends alors que je pense pas que la curiosité était quelque chose qui était vraiment un talent chez moi. J'apprends à ouvrir les yeux. Et j'apprends à ouvrir les yeux parce qu'on sait qu'on est là pas très longtemps et donc on a envie d'en profiter. Et parfois, les yeux sont moins ouverts quand on rentre chez soi. Donc, de revenir à Lyon, je dois me forcer parfois pour essayer de garder le regard que je pouvais avoir à Bangkok, à Pékin ou à Casa. J'apprends une forme de curiosité, j'apprends, je crois, l'adaptabilité et une forme d'agilité pour comprendre et puis j'apprends, et ça c'est bizarre par rapport au début, par rapport à qui je crois être, où j'étais vraiment sûr donc de faire ma vie à Lyon. Je me rends compte que j'aime l'instabilité. Je me rends compte d'un truc bizarre, que le changement en fait me fait du bien et que la remise en cause en fait, qui a toujours, toutes les expats c'est la même, on est super excité avant de partir, on arrive, boum, il y a un creux. Parce que finalement, c'est pas si simple. On perd ses repères, on perd ses amis, on voit pas sa famille, on découvre un job. Et puis on remonte, et après, c'est l'éclate. C'est souvent comme ça que c'est passé. Donc l'idée, c'est le trou qui soit le moins long possible et le moins profond possible. Mais il fait partie du changement. Je pense qu'il fait partie Donc maintenant, je pense que ce que j'ai gardé de ça, c'est le plaisir de la remise en cause, c'est le plaisir de ce goût de se transformer et de se dire que l'histoire, elle n'est pas écrite. Après, c'est aussi des choses aussi étonnantes et pourtant au début déstabilisantes que une sorte d'acceptation de choses qu'on ne décide pas. J'ai des souvenirs notamment au Maroc avec des moments clés où malheureusement notre fille Louise a failli mourir. Ou l'approche un peu du mektoub, le livre c'est écrit, à la fois le mektoub et le hasard, on sait pas trop, mais un peu d'accepter des choses qu'on ne décide pas dans une culture où j'avais l'impression de tout décider, maintenant d'aller dans des endroits où en fait on accepte qu'on ne décide pas tout. Aussi des endroits où on n'a pas grand chose et on voit des sourires fabuleux. Les cellules familiales aussi, dans certains pays, j'ai des souvenirs où on a vécu des crises dans le pays incroyables et où les gens faisaient preuve d'une grande solidarité, une approche familiale. Donc des vraies leçons d'autres façons de faire. Et puis ce que j'ai appris aussi, c'est la gastronomie. C'est-à-dire que vraiment, on a eu du bol, on allait dans des endroits où c'était... Et la convivialité autour de la gastronomie et rencontrer l'autre autour de la table, c'est un truc qui marche partout, qui marche même en France. Depuis que je suis rentré en France, j'ai la chance de m'occuper notamment du réseau français, donc d'aller un peu partout. Et je trouve la découverte autour d'une table, c'est un truc assez dingue. Mais ouais, je pense que ce que je garde le plus, c'est cette capacité à pas paniquer quand ça bastonne, à me dire je m'adapterai. Ça peut-être. Je voulais juste revenir sur les prénoms de tes enfants. Parce que Romain m'avait dit qu'ils avaient un prénom français et puis un prénom de l'origine du pays dans lequel ils étaient nés. Je trouve ça extrêmement beau. C'était important pour vous qu'il y ait une racine, un souvenir lié à ça. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Alors à vrai dire, c'est un truc qu'on a bien pompé puisque ma femme, son deuxième prénom, c'est Maïta. Elle est donc née à Lima, au Pérou. Et en fait, ouais, je pense que c'était plusieurs choses. C'était d'une part de leur rappeler
où ils étaient nés, où on vivait quand ils étaient nés, parce qu'en fait, il y en a 2 d'entre eux, on vivait en Turquie, mais ils sont nés en France pour des raisons de vacances. Mais pour leur rappeler ça, c'était aussi un petit clin d'œil. C'était aussi, pour être franc, un peu emmerder ma grand-mère raciste. Ça me faisait marrer. Tu m'avais raconté ça en disant, tiens, prends le petit Mehmet. Ça me faisait marrer. Prends le petit Mehmet dans tes bras. Et puis, ça reste quand même une bonne blague. Je pense notamment à mon fils qui a fait un moment des études à Montréal, qui n'ont pas nécessairement duré, mais où il disait, papa, chaque fois qu'il y a l'appel, Baptiste Léon Mehmet, c'est dur. Donc c'est un petit clin d'œil qu'on a, mais je dois dire que c'est un clin d'œil qui porte en eux. J'ai mes 2 filles qui vivent à Londres aujourd'hui. J'ai un fils qui a un peu parcouru le monde, qui est parti en Thaïlande assez longtemps. Et je pense que c'est un peu une signature aussi de leur dire on peut être français, lyonnais et citoyen du monde. Et il n'y a pas d'incompatibilité. Je pense à la fois revendiquer des racines de manière parfois un peu ridicule, mais moi je me sens hyper lyonnais. Je me balade dans Lyon, je suis vraiment chez moi. Et quand on part à l'autre bout du monde, je me sens chez moi aussi, autrement. Et je trouve que c'est bien ce côté de... Il y a un bouquin qui m'avait marqué de Guy Sormand sur ce sujet-là, le monde est ma tribu, je crois que c'était. Et c'est un peu ça, c'est ce paradoxe de se sentir vraiment chez soi dans son village et à la fois d'avoir envie de découvrir. Donc ça, c'était un peu le clin d'œil aux enfants. Je crois qu'ils le vivent assez bien. Est-ce qu'ils le reproduiront? Je ne sais pas. Et au-delà du prénom, qu'est-ce que tu as envie de leur laisser à tes enfants? Alors d'abord, je réalise bien humblement, on réalise avec Marie que c'est eux qui drive. C'est eux qui sont aux manettes de leur vie, et puis c'est très bien comme ça. Je pense qu'on apprend l'humilité quand on a des enfants, parce qu'on part, et donc avec Marie, on a un parcours quand même très analogue. On a fait nos études ensemble, des études de commerce, dans un schéma hyper classique. Moi, j'ai eu en franchise une vie, les 20 premières années de ma vie, il n'y a pas plus classique que ça. Et je dois dire que je me pose très très peu de questions. Comme si tout était simple. Et donc, c'est une vie hyper classique, et on fait des écoles de commerce, et à la sortie de l'école de commerce, on a travaillé pour une boîte normale, et on a amené sa vie, et on se marie, et on a des enfants. Et puis là, comment dire, ils sont pas exactement dans ce mood-là. Ils challenge beaucoup de choses, ils challenge le modèle, ils challenge avec beaucoup de tendresse et je pense d'amour et même une forme d'admiration, même s'ils se gênent pas pour m'allumer, mais ils challenge aussi parfois le mode, notamment au boulot, que j'ai pu avoir ou que je peux avoir encore aujourd'hui. Et donc on est quand même rentré aujourd'hui dans un dialogue. Ils sont tous les 3 adultes, puisqu'ils ont respectivement 25, 23 et 19 ans. Donc moi, ce que je souhaite leur laisser, qui pour moi est le plus important, c'est qu'ils n'aient pas l'ombre d'un doute sur l'amour de leurs parents et sur le fait que cet amour, c'est leur laisser la liberté de faire leurs choix, et que quels que soient les choix, on accompagnera, même si parfois les choix déroutent un peu, même si parfois il y a des circonvolutions qu'on aimerait voir peut-être un peu plus droites, mais c'est ça. Et je trouve que quand je pense à mes parents, ce qu'ils nous ont donné de majeur, c'est la confiance en nous, en n'ayant aucun doute sur le fait qu'on était aimés. Donc ça, je pense, c'est le socle ultime. Après le reste, parfois il y a un truc qui me gêne un peu chez eux, c'est la peur du risque qu'ils ont. C'est-à-dire que je trouve qu'ils sont peut-être plus conscients de ce qu'on vit, mais peut-être parfois de manière un peu désabusée, je trouve. J'ai eu des discussions notamment avec l'un des 3 qui se reconnaîtra s'il écoute ce podcast, et à qui je disais, tu me fais penser à la chanson de Gainsbourg, fuir le bonheur d'une peur qu'il ne se sauve. C'est-à-dire un peu de crainte, de prise de risque, de chemin d'engagement, comme si de s'engager avec les paris les plus fous, comme par exemple celui de faire sa vie avec quelqu'un ou d'avoir des enfants, on a trop de risques d'être déçu,
Et ça, en revanche, c'est quelque chose que je trouve dur à entendre. Parce que je pense que quand on veut le jackpot, il faut prendre des risques. Donc là-dessus, peut-être parfois on n'est pas complètement alignés. Ils sont certes dans un monde qui est peut-être un peu moins, qui donne peut-être un peu moins confiance aussi que celui dans lequel j'ai baigné. Mais ce que j'aimerais leur laisser, c'est une confiance en eux et le fait qu'ils soient sûrs que leur route sera la bonne tant qu'ils la décident, quoi. Et aussi qu'on décide pas tout. Et ça, pour moi, c'est une grande leçon de vie. J'ai cru longtemps qu'on décidait, mais les choses les plus importantes qui me sont arrivées, je les ai pas nécessairement décidées. Tu disais, Christophe, tu parlais de mode de fonctionnement au boulot. Ton mode d'avant et ton mode d'aujourd'hui. C'était quoi ton mode d'avant et ton mode d'aujourd'hui ? Je pense que j'ai un mode d'avant qui est toujours un mode d'aujourd'hui, c'est que je suis un peu dingue dans l'engagement, c'est-à-dire que je pense que je travaille beaucoup. Et je travaille beaucoup, je pense que c'est un mélange de passion pour ce que je fais, mais c'est aussi un côté bon élève. Moi, j'ai toujours été... je rendais mes devoirs à l'heure, je les rendais propres, je refaisais ma copie si elle était pas bonne. J'avais un côté bien élevé, bien sage, et je pense, même si j'aime bien faire le con, et même si j'adore rigoler, mais j'ai un côté l'engagement c'est l'engagement, le deal c'est le deal, et un peu parfois quoi qu'il en coûte, ou en tout cas parfois avec le risque de m'oublier un peu. Ça m'a joué des tours. Donc ça, l'engagement, ça c'est quelque chose que je crois que j'ai depuis que je suis petit et que j'ai toujours aujourd'hui. Là où je pense que j'ai grandi, c'est quand même une certaine prise de recul par rapport à ce qui compte et ce qui compte moins. C'est par rapport notamment où on s'est rencontrés, Romain, à la Convention des entreprises pour le climat, savoir compter ce qui compte, c'est-à-dire que pendant longtemps, j'étais très engagé sur la performance. Alors j'ai toujours eu, au fond de moi, et vraiment chevillé au corps, le fait que mes aventures professionnelles, c'était d'abord des aventures d'équipe. Et donc j'ai toujours voulu avoir autour de moi des gens qui étaient bien dans leur peau et qui étaient convaincus qu'ils avaient un rôle à jouer dans l'aventure et que l'aventure n'était réussie que si c'était une aventure collective. Mais j'avais quand même toujours une énorme pression à délivrer les chiffres, les KPI. Aujourd'hui, je l'ai encore, mais j'ai une approche, je pense, plus équilibrée entre ce qui est important pour mes collègues, ce qui est important pour les clients, ce qui est important pour mes patrons, pour l'actionnaire, aussi ce qui est important pour la société ou la planète au sens large, ça c'est un peu nouveau. Et puis, peut-être ce qui est important pour moi, qui était souvent la partie congrue que j'avais tendance un peu à oublier, et j'ai envie de dire bêtement parce que je pense qu'en fait, une des priorités quand on est en position de leadership, c'est d'aller bien. Je l'ai vécu par le dur lors du début du confinement du premier Covid où on avait réduit la voilure en termes de ressources chez Renault Trucks parce qu'on était vraiment dans le dur. Et donc, on a eu très très peur de mettre l'entreprise en danger. On avait réduit le nombre de structures, de personnes qui travaillaient. En plus, moi, j'avais un directeur commercial qui était parti, donc je faisais un peu 2 ou 3 boulots en même temps. Et je me suis mis dans le rouge, mais vraiment dans le rouge. Et dans le cadre de l'APM, je suis membre d'un club APM, une animatrice m'a dit « Ta première responsabilité, Christophe, c'est d'aller bien ». Et ça a été comme un choc. Alors, c'est des choses pourtant que j'entendais beaucoup de ma femme, mais je sais pas, ça a été plus percutant de l'entendre par un tiers. Et donc, par rapport à toutes ces parties prenantes, d'être plus équilibré dans l'approche sans m'oublier moi, sans me faire passer en premier, mais de considérer que c'est aussi important. Donc ça, c'est, je pense, ma façon de voir aujourd'hui, après un peu plus de 30 ans de vie professionnelle, c'est peut-être de prendre un peu plus de recul par rapport à ce qui est important, ce qui l'est moins, compter ce qui compte, accepter aussi de faire preuve d'un peu plus d'humilité en disant il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, c'est de faire au mieux, et puis, et ça je pense que c'est vrai depuis toujours, mais ça l'est encore davantage, d'être super aligné par rapport à mes convictions.
Et en fait, sitôt qu'on est aligné, je trouve qu'on simplifie la vie. J'ai un papa qui me disait toujours, dis la vérité, c'est plus facile pour te rappeler. Et en fait, c'est assez vrai. Et je trouve que par définition, quand on est dans les postes de leadership, on est dans le management de l'ambiguïté, des injonctions contradictoires, parce qu'on a des parties prenantes qui ont à court terme pas nécessairement les mêmes intérêts. Et une des grandes leçons que j'ai apprises au Maroc d'ailleurs, parce qu'au Maroc je travaillais pour une joint venture, en fait Berlier Maroc appartenait en partie à l'État marocain et à Renault Trucks, et j'avais 2 patrons qui me demandaient de faire des choses complètement opposées, contradictoires. Et assez vite je me suis dit en fait il faut que je me fasse mes convictions de ce qu'il faut faire dans l'intérêt de la boîte, et que je défende mes convictions de la même façon avec les deux. Et en fait, c'était une super leçon de vie et que j'ai essayé de garder. C'est-à-dire de me faire des convictions, d'avoir quelques principes ou valeurs fondamentales sur lesquelles je veux pas revenir. Et une fois que je suis clair avec ça et qu'on l'a partagé avec l'équipe, notamment de direction, d'être bien aligné, de tenir. Ça simplifie la vie. Pas toujours à court terme parce que ça nécessite évidemment quelques ajustements, quelques discussions parfois pas simples. Mais finalement, ça m'a aidé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça de vieillir. J'ai quelques convictions sur lesquelles je peux pas vraiment revenir et sur lesquelles je veux pas transiger. Tu parlais de la planète, que pour toi c'était un peu nouveau. Cet éveil ou cette prise de conscience, elle date de quand et qu'est-ce qui a été la source de cette prise de conscience? Alors ça, je dirais que c'est vraiment récent. J'étais pas complètement neuneux, je lisais des journaux, des bouquins, je regardais des émissions, mais il y avait que l'intellect qui était atteint. Et puis j'ai eu une amie, Kako Michel, une amie d'ailleurs de Sub de Colion, qui m'a contacté il y a en gros 18 mois. Et qui m'a dit, il y a un truc assez fou qui est en train de se monter avec la Convention des entreprises pour le climat. Elle m'a un peu expliqué ce dont il s'agissait. Elle m'a dit, je pense que ce serait super que tu participes, compte tenu en plus du fait que tu travailles pour une entreprise qui fabrique des camions qui polluent, ce serait une bonne chose. Et donc j'ai eu cet entretien avec Kako, j'ai réfléchi un peu, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à Marie, j'en ai parlé à mes enfants. Il y a eu un retour super positif. Ils m'ont dit, mais c'est super que tu te poses ces questions, c'est bien. J'en ai parlé au travail, à quelques collègues, avec certains, notamment certaines et certains, qui j'ai vraiment une grande confiance. Et avec des phrases assez marquantes de « mais vas-y, lâche-nous un peu, nous on sait faire notre boulot, inspire-nous, va vers de nouveaux terrains, nouvelles aires de jeu ». J'en ai parlé à mon patron qui m'a donné son blanc-seing en disant si tu penses que tu en as besoin, que tu peux le gérer, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai plongé un peu, et puis le principe de la Convention des entreprises pour le climat, c'était d'y aller avec un Planet Champion. Et j'ai choisi d'y aller avec un collègue, Olivier Medger, qui était avec moi à Singapour il y a plus de 15 ans, et qui s'occupe de tout ce qui est véhicule électrique chez Renault Trucks France, et qui est un type avec qui je partage plus que du boulot. On est bien alignés sur beaucoup de sujets. Et donc, on est partis tous les deux un peu dans cette aventure au hasard. Et là, on a eu la chance sur un parcours d'une année avec 6 sessions d'avoir vraiment des chocs assez fous, quoi. Notamment la première session de prise de conscience, qui était une session, j'en parle assez régulièrement quand je rencontre des gens, qui était une session marquante pour moi au niveau psychologique, au niveau émotionnel, la situation est beaucoup plus lourde, complexe que ce que j'avais appréhendé. Et ce qui était génial, je trouve, c'est que c'était pas que la tête qui parlait. C'est qu'on était un groupe, on était environ 300, avec des gens qui avaient des parcours très différents, des gens qui étaient bien plus en avance que d'autres. Mais on sentait une super bienveillance de tout le monde, d'accueil, on sentait que c'était fait pour qu'on soit ensemble, quoi, pour affronter aussi des choses à entendre qui n'étaient pas nécessairement évidentes à entendre. Donc ça, cette première session, elle m'a quand même calmé. En termes d'urgence et de magnitude de la situation, c'était chaud. Et avec Olivier, quand on a repris le TGV pour rentrer, je me rappelle, on était moyen, quoi.
Et heureusement, assez vite, il y a eu la deuxième session sur commencer à parler de futur désirable, de ce qu'on pouvait faire, puis la nouvelle boussole, puis le génie humain, puis faire embarquer l'équipage et autres. Travailler sur nos feuilles de route de Renault Trucks. Donc, et cette aventure, on n'en sort pas indemne. Et je suis loin, alors là, il faut bien clarifier, je suis loin d'être parfait dans mon comportement, dans ma façon de faire. Et d'ailleurs, je trouve pas qu'il faille être dans... Il faut pas avoir, je pense, une approche violente. C'est plutôt un cheminement heureux, je trouve, d'une transformation où on se sent de mieux en mieux. Et on se découvre petit à petit. Ça commence par des petites choses sur comment on voyage, sur comment on prend du temps, sur comment on mange, sur comment on voit les autres, sur le rythme. Mais on change. Et je pense par rapport à l'émission Tipping Point, ce que je dis souvent, et j'avais déjà parlé de ça avec des coachs en Asie, je pense qu'une vraie transformation, elle commence par soi. Et que c'est difficile de transformer une entreprise si on n'est pas prêt à se transformer soi. Je pense que le premier mouvement, c'est doit être quand même un mouvement profond et authentique du leader, pour que ça transpire et que les gens qui nous entourent se disent il y a un vrai truc qui se passe, quoi. Et après, je trouve qu'on se fait la courte échelle. On se fait la courte échelle avec ses collègues, avec ses amis, avec sa famille, parce qu'il y a parfois où on doute un peu, on sait plus bien, est-ce que je vais dans le bon sens, pas dans le bon sens. Et je trouve que le fait de le faire en groupe et collectivement, c'est hyper rassurant par rapport à la magnitude de ce qu'il y a à faire, quoi. Et là, on a commencé à lancer beaucoup de choses chez Renault Trucks, et notamment Renault Trucks France, mais au-delà Renault Trucks, et dans le groupe Volvo. Et je vois les sourires, l'engouement des jeunes générations. Je vois un regard qui est flatteur aussi de certaines personnes qui comptent pour moi. Et donc, je trouve même peut-être parfois par un ego qui devrait peut-être pas être là, de me dire finalement c'est bien, je suis même fier de ça, quoi. Et je veux surtout pas que ce soit une fierté mal placée, mais de me dire, je suis quand même content de me dire qu'à plus de 50 ans, j'arrive à faire bouger les lignes chez moi et donc autour de moi. Donc ça, c'est super récent en fait, Romain, et je pense que c'est vraiment le début du chemin. Et après, évidemment, ça interpelle par rapport au modèle qu'on a pu suivre et par rapport à ce modus operandi qu'on a toujours eu. Je veux pas cracher dans la soupe parce que je l'ai fait en toute authenticité et je pense que j'étais pas tordu quand je faisais ce que je faisais. Et puis je me flagelle pas du tout. Mais c'est dire quelle route je peux donner à la suite et compte tenu de ma position avec une capacité d'impact, comment je peux profiter de cette position pour faire changer les lignes. J'ai un souvenir, d'ailleurs, ça me fait penser, quand j'étais à Subdeco Lyon, le M Lyon maintenant, j'avais un prof de marketing que j'adorais et qui m'avait expliqué qu'il avait bossé chez Seb et qu'une fois, il avait réalisé qu'en faisant un plan marketing, il voulait arrêter une gamme de produits. Et puis en visitant l'usine, il avait vu qu'il y avait 3-4 personnes qui risquaient de paumer leur job. Et il avait dit, je peux pas faire ça, j'arrête et je deviens prof. Et j'avais eu une immense admiration pour lui. Et en grandissant, j'ai eu moins d'admiration. J'ai toujours de l'admiration pour lui. C'est un prof absolument génial. Mais je me suis dit, moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, s'il y a des choses qui vont pas, je veux me dire, peut-être que dans ma position, je peux les faire bouger. Alors, une autre façon, c'est de dire, j'y arrive plus et je suis pas aligné, je quitte. Et j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, c'est pas ça mon choix. Mon choix, c'est de me dire, j'adore cette boîte, j'adore les équipes, j'adore le réseau de distribution avec qui je bosse. Je suis très en empathie avec les clients, et qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire bouger les lignes de l'écosystème. C'est plus comme ça que je perçois le truc. Sans me prendre pour un héros, parce que c'est un système qui doit bouger. Donc, mais comment on mobilise les parties prenantes pour faire bouger les lignes? Tu peux nous donner quelques indications là justement sur votre feuille de route et le mouvement qui est, la transformation qui est devant vous et ce que vous devez faire, parce que tu l'as dit, vendre des camions ça pollue quand même pas mal. Je crois que c'est en plus l'une des
l'une des sources les plus importantes, le transport routier, ou je me trompe. Le transport, en France, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Le transport routier de marchandises, c'est 9%, parce que le reste, c'est les voitures. En France, le transport de marchandises, c'est une obligation en France comme ailleurs. D'ailleurs, 89% des marchandises transportées en France le sont par camion. Et en gros, si on arrêtait le transport de marchandises, en 2-3 jours, il n'y a plus à manger dans les villes, il n'y a plus de médicaments, il y a plus donc le transport, il est nécessaire. Ce qui peut évoluer, pour répondre à ta question, sur les quelques éléments de feuille de route, c'est peut-être la façon de le faire. Aujourd'hui, on a un vrai souci qui est qu'il y a beaucoup de camions qui roulent qui sont pas du tout pleins. Il y a beaucoup de camions qui ne roulent pas. Donc, il n'y a pas du tout l'optimisation qui pourrait être faite de mutualisation, de massification du transport pour avoir moins de camions qui roulent. D'autre part, il y a certains parcours qui pourraient être faits autrement que par les camions, que ce soit par le train ou par le fluvial. Et donc, le multimodal doit se développer. Aujourd'hui, on a donc, en gros, 89% des marchandises transportées par camion. On va dire quelque chose comme 8-9% par le rail et 2-3% par le fluvial. On peut estimer que le rail et le fluvial pourraient doubler. Donc, c'est le cas sur certains pays. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose qu'on doit promouvoir. On a aussi la possibilité, donc nous, on commence à travailler, à regarder avec la SNCF, avec les VNF, ce qu'on pourrait faire. On a aussi de la distribution urbaine qui est faite aujourd'hui en camionnette. Il suffit de se balader, on voit toutes les livraisons et autres. Nous, alors suite à la Convention des entreprises pour le climat, pas seulement pour ça, mais on est rentré en contact avec une entreprise de cyclo-logistique, et vous avez peut-être lu pour certains dans la presse que ça y est, on a signé un partenariat avec une entreprise lyonnaise, Frigone, qui fait un vélo Cluster, qui appartient au groupe Jeanlin. Mais on assemble maintenant ces vélos dans notre usine à Vénissieux, avec la volonté de remplacer des petits fourgons par des vélos de cyclo-logistique, des vélos électriques. Alors c'est un mouvement. Donc il y a tout ce qui est la logistique urbaine, en se disant que le camion n'est pas la seule solution. Donc ça, c'est un gros axe. Il y a un axe que tu as évoqué en préambule, Romain, qui est la nature des camions qu'on vend. Donc nous, le choix qu'on a fait, et l'industrie est en train d'y aller, c'est du camion électrique. Donc un camion qui évidemment sera bien moins impactant en termes d'émissions, il n'y a pas d'émissions de CO2, et l'objectif c'est en 2040 de ne plus vendre de camions qui utilisent des énergies fossiles, donc c'est demain et ça va très très vite. Il y a un troisième élément qui est important, c'est tout ce qui est au niveau de la circularité. Donc on se rend compte qu'un camion, c'est pas nécessairement un camion à obsolescence programmée. Un camion, il peut avoir une deuxième, une troisième vie. Donc ça y est, on a commencé à rentrer dans des systèmes où, à l'instar de ton téléphone, tu apportes ton camion au bout de 3 ans, tu le remets complètement à niveau, il repart pour 3 ans. On peut envisager une troisième vie. Et puis ensuite, de recycler ces véhicules. Ce sera très vrai d'ailleurs pour les véhicules électriques, avec notamment les batteries, où on aura une nécessité pour avoir une sorte de souveraineté, de toute façon donner une deuxième, troisième vie aux batteries, de les recycler. Et puis peut-être le dernier élément, et qui est peut-être le premier dans la feuille de route, c'est tout ce qui est... la transformation, elle est technologique, mais elle est d'abord culturelle. Elle est d'abord de rentrer dans le fait que si on le fait pas parce qu'il y a des contraintes de Bruxelles ou d'ailleurs, on le fait parce qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que ça fait du sens, parce qu'il y a des limites planétaires, et que la course à l'échalote de dire plus je fabrique, plus je vends, mieux je me porte, ça marche pas. Et donc de rentrer dans, et je vois que devant moi il y a le monde sans fin de Janco, mais de réaliser qu'effectivement il y a des limites, et comment on peut faire intelligemment pour un modèle qui respecte ces limites planétaires et qui fait que ça fonctionne, parce que une très belle part de marché dans un monde qui part en vrille, ça n'a pas d'intérêt. Et on évoquait ce qu'on veut laisser à nos enfants et petits-enfants. Je veux dire, j'en ai objectivement pas grand-chose à faire d'avoir une très belle part de marché et un très bon résultat d'exploitation, si c'est pour qu'on ait des guerres, des drames écolos, ça m'intéresse pas. Donc toute cette démarche, j'ai envie de dire culturelle, qui commence, je pense, par de la formation avec une forme d'émotion, et c'est pour ça que je suis vraiment un partisan de développer la Convention des entreprises pour le climat et tout ce qu'on peut faire au-delà de ce qui a été fait avec les 150 premières entreprises. Et je trouve que l'initiative qui est lancée par Éric Duverger, Yannick Servant et toute une équipe maintenant
sur des filières, sur des régions, potentiellement sur l'Europe, c'est fabuleux. Et il y a plein d'autres initiatives merveilleuses qui sont prises, et je pense qu'il faut surtout pas les voir comme des initiatives en concurrence, mais des initiatives complémentaires. Mais tout ce qui peut être fait pour que les gens prennent conscience, ça c'est sûrement ce par quoi il faut commencer. Parce que je trouve la mise en mouvement, elle se fait nécessairement aussi quand on prend conscience de la situation et du fait que chacun à notre niveau, chacune à notre niveau, on peut faire bouger les lignes. Et que ça commence toujours par des petites choses, mais c'est aussi comme ça que ça se passe. Donc, la feuille de route, on l'a quand même déjà pas mal élaborée. C'est une feuille de route qui est exigeante. C'est une transformation, honnêtement, dans notre industrie qui est complètement dingue, qui parfois fait froid dans le dos parce qu'elle est tellement grosse, tellement rapide aussi. Parce qu'on a eu des transformations, mais honnêtement, on va vivre, nous, en 10 ans, des choses beaucoup plus marquantes qu'en 50 ans ou 100 ans. Même si Marius Berliet fabriquait en 1924 des camions électriques, là, on s'y remet un siècle après. C'est incroyable. Ça veut dire que ça a des impacts sur nos usines, sur nos bureaux d'études, sur nos réseaux de distribution, sur nos clients, sur les clients de nos clients, sur les citoyens. Et tout ça, il faut le mettre en musique. Ça fait peur. Hein. J'évoquais la chance que j'ai eue de ce parcours à l'étranger. Je fais un peu le lien. J'ai des collègues qui ont la trouille. Et qui est une trouille légitime en disant mais qu'est-ce que je vais faire demain, est-ce que je vais pouvoir m'adapter? Et c'est sûr que compte tenu de la magnitude de ce qu'on va devoir organiser, mais je pense que il faut de la pédagogie, il faut de l'accompagnement, il faut qu'on forme les gens, il faut que les gens comprennent qu'ils peuvent être formés, qu'il n'y a pas d'âge pour être formés, mais ça demande de passer du temps pour rassurer et pour proposer peut-être aussi une vision qui rassure. J'ai eu la chance récemment de rencontrer une jeune navigatrice, Tamara Klink, qui a traversé l'Atlantique avec un bateau à voile. Et elle me racontait un peu sa traversée et elle me disait mais je savais où je devais aller au bout, c'était le Brésil. Elle est d'ailleurs d'origine brésilienne, elle partait de Lorient, qui est une ville qui me touche puisque j'y ai vécu. Et elle me disait mais je savais pas exactement toute la feuille de route. Je savais qu'il y aurait des vents contraires, je savais que j'allais tirer des bords et je me disais demain sera peut-être pire qu'hier. Mais je savais où je voulais aller et ça me donnait de la force. Et moi, je le vois un peu comme ça. J'ai une idée assez claire d'où on doit aller à 10, 15, 20 ans. J'ai pas une vision très claire d'où on va aller à 3 ou 6 mois parce que là, on est dans un contexte très, très compliqué. Mais je pense que si on a une vision partagée d'une belle aventure commune, alors on peut nourrir des énergies et puis tirer des bords. Et là, t'es dans le faire ou le faire avec les équipes. Comment ça se passe du côté de l'actionnaire? Alors, du côté de l'actionnaire, on a la chance, nous, d'appartenir au groupe Volvo, qui est un groupe suédois qui, dans son ADN, est très orienté sur des valeurs environnementales, des valeurs humaines, même si les récentes élections en Suède laisse entendre que ce pays a une culture social-démocrate équilibrée et un peu challengée aujourd'hui. Donc il faut toujours être vigilant, mais très égalitaire dans l'approche diversité-inclusion. Donc on a la chance d'appartenir à ce groupe et on a la chance d'avoir, je pense, des dirigeants qui sont convaincus qu'on doit prendre le lead pour transformer. Après, il faut être honnête, parfois ça grince. Parfois, ça grince parce que pour transformer, il faut générer des résultats importants pour arriver à transformer. Toute la transformation qu'on doit faire, notamment en termes de produits, on parle de milliards d'euros d'investissement. Et ces milliards d'euros, à un moment, si on les a pas, on peut pas le faire. Je pense que la question, c'est la question d'équilibre. C'est la question de... J'ai un copain dont je suis proche qui bossait, il est rentré dans une boîte et il devait donner une phrase, un tagline d'un philosophe ou d'un penseur, et lui me dit je suis un peu emmerdé, j'ai qu'une idée qui me vient. Alors c'est en anglais, dans mon mauvais anglais, mais c'est Bruce Springsteen qui dit Remember, in the end, nobody wins unless everybody wins. Donc à la fin, personne ne gagne si tout le monde ne gagne pas. Et pour moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je ne crois aux transformations et aux transformations réussies que si tout le monde s'y retrouve.
Et c'est ça la difficulté, je trouve. Donc, pour répondre à ta question, Romain, parfois ça frictionne avec l'actionnaire. Parfois ça frictionne parce qu'il y a, oui, des injonctions contradictoires. Parfois c'est difficile parce que si on doit réussir cette transformation, il faut qu'on réussisse la performance actuelle un peu sur l'ancien modèle. Donc c'est réussir la performance sur l'ancien modèle pour réussir à transformer l'entreprise dans le nouveau modèle. Donc parfois ça frite un peu. Il faut expliquer, passer du temps, convaincre. Et je pense qu'il faut pas s'adresser qu'à la tête. Il faut que le cœur et le corps soient associés. C'est pour ça que nous, on a fait des séminaires dans la nature, on a fait des réunions importantes de travail en se baladant dans l'Aubrac ou en étant à Chamonix ou en étant dans des endroits où on voit la nature, on voit ce qu'elle nous apporte et ça permet aussi de réfléchir un peu autrement, quoi. Et pas seulement avec des tableaux Excel, mais aussi avec un cœur qui bat un peu plus vite ou aussi avec en se projetant sur le fait que on a un passage qui de toute façon est de courte durée et nous sommes finis. Notre finitude, c'est la seule certitude qu'on peut avoir. Et dans le cadre de cette finitude, on peut peut-être faire des choses plus grandes que nous par rapport à justement à des projets qui nous dépassent largement, quoi. Et c'est plus facile d'y penser quand on a des enfants ou qu'on espère avoir des petits-enfants. Mais ça, je pense que c'est honnêtement, je pense qu'il y a personne d'insensible. Le tout, c'est de permettre de mettre dans un environnement qui permette d'y penser et de le ressentir. Je pense que c'est peut-être ça qu'il faut faire. Oui, et là, on a la chance en France d'avoir la CEC qui a permis une prise de conscience assez importante de nombreux dirigeants. Tu as des pairs dans d'autres pays dans le monde. Est-ce qu'il y a des initiatives similaires? Est-ce que quand tu parles avec eux dans les autres pays, le mouvement, ils sont dans une dynamique qui semble à la tienne, ou tu es un peu tout seul? Alors non, c'est canon parce que en fait, j'ai plutôt du bol, mais la plupart des patrons de filiales de Renault Trucks en Europe et à l'international, en fait, c'est des copains qui ont, d'une manière ou d'une autre, travaillé avec moi à un moment. Et donc, on est resté, ça c'est la force de la famille Renault Trucks, on est restés tous super copains, on s'appelle souvent tous. Et donc, j'ai commencé à intervenir auprès de patrons d'autres filiales. Il y a peu de temps, je suis intervenu auprès de la filiale allemande, lancé dans une démarche analogue. On est de toute façon sur cette route de la décarbonation chez Renault Trucks qu'on doit réussir, même d'une manière cynique, on doit la réussir, sinon on disparaîtra. Hein. Donc, et en fait, je trouve que les leaders qui ont été nommés à ces postes dans les différentes filiales sont des gens bien, avec qui je pense qu'on partage des valeurs et qui ont plutôt eu tendance à me solliciter pour intervenir, pour avoir des éléments. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait des CEC en tant que tels dans tous ces pays d'Europe et du monde, mais il y a des mouvements, je pense que c'est pas le propre de la France d'avoir ce type de démarche. Et on évoquait la Suède. La Suède, on a vu une jeune fille qui a été une porte-parole importante, qui a pu être décriée ou non. N'empêche qu'elle a fait bouger les lignes et qu'on a parlé d'elle et que... Donc non, c'est plutôt une démarche, je pense, qui se fait un peu de partout. Après, c'est ce qu'on évoquait. Après, c'est des sensibilités aussi de leaders, avec ceux qui mordent complètement, parfois pour des raisons personnelles, historiques, et puis ceux qui mordent un peu moins vite, mais je pense que c'est un mouvement de fond. Je passe un peu du coq à l'âne, mais Romain, il m'a souvent dit depuis qu'il t'a rencontré, Christophe, c'est le manager que j'aurais aimé avoir. Et pour que Romain dise ça, parce que Romain n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup être managé. Et du coup, ça m'a interrogée et j'aimerais bien que tu nous racontes, je sais pas, quelle est la secret sauce, en tout cas, quel manager tu penses être, où tu es. Ouais, alors, je suis pas sûr que tous les gens avec qui je travaille disent la même chose que Romain. Non, ce que je crois, qui est sûr, c'est, je crois que j'ai une confiance totale dans les gens avec qui je travaille. J'ai eu la chance, grâce à mon prédécesseur, d'hériter d'une belle équipe, et quand l'équipe a un peu évolué, de choisir des gens dont j'étais sûr que je partageais des valeurs clés de transparence, d'engagement, de
de gentillesse, d'humilité, de vrai professionnalisme aussi. Je pense que j'ai la conviction que la réussite, elle est nécessairement une réussite d'équipe. Je pense aussi que les plus grandes satisfactions que j'ai, c'est d'avoir vu des gens avec qui j'ai travaillé, dont j'ai été le patron, qui ont vraiment grandi. Et puis de manière purement pragmatique, faut que je fasse gaffe parce que peut-être que l'un d'entre eux ou l'une d'entre eux sera un jour mon patron ou ma patronne. Mais au-delà de la blague, je crois que j'ai vraiment confiance dans les gens et que je donne vraiment volontiers ma confiance et je donne vraiment les clés. J'essaye de bâtir une vision partagée à un horizon lointain, une vision partagée qui n'est pas nécessairement une vision chiffrée, très précise, mais plutôt de qu'est-ce qu'on aimerait ressentir à 10-15 ans, qu'est-ce qu'on aimerait vivre ensemble dans 10-15 ans. Alors il peut y avoir quelques chiffres, mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce qu'on aimerait vivre. Et puis après, c'est de construire ensemble, en ayant la certitude, et je disais que j'aimais le foot, que tous les joueurs sur le terrain ont leur rôle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai profondément ancré en moi, c'est que je suis plutôt plus dur avec mes hiérarchies qu'avec mes équipes. Je suis plus exigeant avec ma hiérarchie qu'avec mes équipes, même si je pense que je suis exigeant avec mes équipes, mais j'ai vraiment, je pense, un respect authentique pour toutes les personnes qui travaillent sur le projet, avec des talents et des responsabilités différentes, mais et puis après j'aime bien qu'on se marre, j'aime bien célébrer, j'aime bien rigoler, et j'essaye de créer un environnement où les gens peuvent être eux-mêmes. J'ai là aussi une conviction profonde que la diversité, c'est une chance de dingue, pour autant qu'elle soit inclusive. Et que si on choisit les bonnes personnes, et que ça aussi, c'est peut-être la chance du parcours dans 8 pays différents, si on choisit les bonnes personnes, en fait, et qu'on arrive à faire bosser ensemble des gens différents, on touche le Graal. Donc, c'est donner les clés aux gens, les autoriser à être eux-mêmes et les autoriser à partager leurs moments de doute. Je le fais moi-même. Il m'est arrivé de me mettre à nu sur des moments où j'étais dans le dur. Hier soir, j'étais en ligne avec un collègue qui se reconnaîtra peut-être, qui me disait « Christophe, je te le dis pas souvent, mais là, je suis dans le dur », et qui avait la simplicité de m'en parler. Et je pense que ça, de créer un environnement où on peut dire quand ça va moins, ça c'est pour moi super important, que les gens puissent être un peu comme chez eux quand ils sont au travail, et c'est souvent comme ça qu'ils sont, je trouve, les meilleurs. En tout cas, moi, ce qui, je crois, a fait ma carrière, c'est que depuis des années, en fait, Christophe en famille, Christophe au travail ou Christophe avec ses copains, ça ressemble quand même beaucoup à Christophe. Et ce confort que Renault Trucks m'a donné d'ailleurs, hein, et mes différents patrons, c'est un confort que je veux donner. Alors parfois ça a été un peu border, parce que parfois c'était un peu trop Christophe, mais j'aime bien cette notion de pouvoir être soi et dans l'intérêt du collectif. Après, je trouve toujours que le projet dépasse la personne, et donc un peu à l'instar d'un Aimé Jacquet ou d'un je veux pas de stars qui se mettent en avant. Ça, non. Le projet, il prévaut. Toujours. Et comment tu fais pour faire travailler des gens ensemble quand ils sont différents ? Alors, je pense que c'est un peu ce que j'évoquais. Je pense que d'abord, on essaye de travailler, je pense, sur une vision commune de ce qu'on a envie de réaliser comme projet, parce que je pense que tant qu'on n'a pas défini ensemble le cap d'où on veut aller, c'est délicat. Et après, on a travaillé au tout début de notre équipe, et puis on le revoit de temps en temps, on a travaillé sur, j'aime pas trop le terme, mais sur nos golden rules, sur nos règles d'or. Et j'aime pas trop le terme de règles, mais sur quels sont les 10 principes ou règles ou valeurs ou autres sur lesquels on est d'accord, on voudra pas revenir. Alors il y a des choses qui sont un peu idiotes sur
j'ai les côtés un peu raides sur le timing, par exemple. J'aime pas bien les gens en retard. Ou il y en a un qui se reconnaîtra. J'aime bien quand on a dit des choses qu'on les fasse, mais il y a des choses comme par exemple on célèbre les succès, on s'autorise à rigoler, la parole est complètement ouverte. Quand on n'est pas d'accord, on peut tout se dire, mais vraiment tout se dire. Mais quand on sort et qu'on a pris une décision, on a pris une décision ensemble et c'est notre décision à tous. De ce type de règles. Donc ça, quelques règles. Après, et j'ai pompé ça sur un de mes anciens patrons. Moi, j'ai des one-on-one avec chacun de mes directs tous les mois, qui sont toujours en 3 parties. Moi, mon équipe, mon boulot. Mais la première, c'est moi. C'est, on se dit tous les mois, on passe un peu de temps en disant, comment ça va? Et comment ça va, notamment dans ta relation avec moi? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites ou j'ai décidé avec lesquelles tu es inconfortable? Est-ce que moi, j'ai des choses que j'ai à te dire pour être sûr que... et ça arrive, bien entendu, parce qu'on est faillible et qu'on a nos travers, mais qu'on laisse jamais durer, qu'il n'y ait jamais de trucs planqués sous la table. Donc, après, on passe du temps sur les équipes. Là aussi, moi, ça surprendrait peut-être certains membres des équipes, mais on parle beaucoup d'eux. On s'intéresse à eux sur leur développement, sur des coups durs qu'ils peuvent avoir à titre personnel, sur comment on peut accompagner. Alors, on fait pas tout bien, et puis après, un peu le business, mais finalement, le business, c'est souvent la partie congrue et c'est traité par d'autres instances ou des gouvernances classiques, donc c'est sur des... Et en fait, quand on se dit les choses, quand on partage des valeurs, quand on partage une vision, quand finalement on fait les choses sérieusement, mais qu'on se prend pas trop au sérieux parce qu'on sait que tout ça, ça reste quand même une aventure. Et alors il y a beaucoup de choses sérieuses parce qu'il y a beaucoup de gens c'est le boulot de beaucoup de gens, c'est des familles derrière et autres. Mais moi, j'avoue que je vais au travail aussi un peu comme si c'était un jeu. C'est un jeu où j'aime bien gagner parce que j'aime pas perdre. Voilà une vraie limite, mais j'aime pas perdre. Mais ça reste un jeu. Et c'est un jeu où je veux que tout le monde soit content de jouer sur le court. Et après, quand des gens trichent, suivent pas les règles du jeu ou respectent pas l'équipe, alors de manière paradoxale, je peux être assez ferme et raide à l'arête et dire tu sors du jeu, quoi. Donc il faut quitter l'équipe. Et dans les quelques fois où j'ai eu à le gérer, honnêtement, ça n'a pas été très compliqué. Parce que je pense que les règles étaient assez claires. Et comment tu gères le conflit aujourd'hui? Ou les conflits? Parce que le fait de faire travailler des gens ensemble, à un moment, ça peut être aussi parfois source de conflits. Alors c'est marrant que tu évoques ça, parce que je crois que c'est un truc où j'ai été longtemps mauvais. Et je pense que j'étais mauvais parce que j'avais toujours peur de faire de la peine. Et ça, je tiens ça de ma mère. Et donc, je me foutais dans des trucs incroyables. C'est-à-dire qu'il y a tellement vouloir faire plaisir à tout le monde qu'à un moment, ça marchait pas. Donc, en fait, je me suis simplifié la vie avec ce que j'ai un peu évoqué. En fait, j'essaie d'être vraiment clair sur ce que je crois qui est juste. Après, évidemment, j'écoute les parties prenantes et le cas échéant... Pour être très honnête, là, depuis 4-5 ans que je suis en charge de Renault Trucks France, je crois que c'est la première fois de ma carrière que j'ai une équipe où j'ai pas eu à gérer un conflit direct de mon équipe. C'est un truc de malade, Et d'abord parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de conflit. Ensuite, quand il y en a, ils les gèrent entre eux. Et donc, j'ai rien eu qui a été escaladé pour que j'ai à arbitrer. Donc ça, c'est le rêve, quoi. C'est-à-dire que c'est eux qui sont les patrons, en fait. C'est eux qui ont pris le lead et donc mais ça, je dirais que c'est quand même du bol, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Et sinon, je pense que pour moi, la façon de faire, en tout cas, c'est de pas laisser de flou. C'est de pas mettre sous le tapis. Quand il y a des choses qui vont pas, c'est vraiment et en fait, le sentiment que j'ai, souvent quand ça va pas entre les gens, c'est rarement lié aux gens en tant que tels, c'est plus lié au mandat qu'on leur a donné, aux objectifs qui leur ont été fixés et à la structure et la gouvernance qui est derrière. Et donc, c'est plus arriver à voir,
Oui, il y a un conflit entre ce vendeur et puis ce service après-vente. Mais oui, mais le vendeur, on lui a dit il faut à tout prix pousser la vente de véhicules. Et le service après-vente, il dit il faut pas les vendre, les camions sont pas encore prêts. Bon, bah ça, évidemment, si on n'aligne pas les objectifs d'une équipe en expliquant l'objectif ultime, c'est pour ça que je crois beaucoup en fait aux objectifs collectifs. En tout cas, l'alignement des objectifs pour que la structure, elle porte le projet. Mais je crois pas que fondamentalement, les gens se lèvent le matin pour emmerder leurs voisins. Ça, je suis même à peu près sûr du contraire. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que très souvent, alors on pose parfois cette question et on a souvent comme réponse, c'est un sujet de communication, les gens ne savent pas communiquer, ne savent pas se faire du feedback, etc. Là, je trouve ça intéressant parce que tu dis, en fait, c'est une question de mandat. Le problème, il est venu d'au-dessus, en fait. Il est venu de la hiérarchie, donc le mandat n'était pas clair, etc. Je trouve que c'est une approche qui est assez... Alors, en tout cas, c'est un regard qui est... Parfois, il y a la vous com, avez parlé de la qualité parfois, du regard de Christophe, vous êtes servi, là. Non, parfois, il y a la com, hein, évidemment, mais je crois vraiment que c'est... Je crois que c'est parfois qu'on n'a pas pris le temps d'expliquer aux gens, justement, le projet global, comment leur participation s'inscrivait dans le projet global, et comment aussi, paradoxalement, parfois, si on regarde que le périmètre qui est le sien, il faudrait faire ça. Mais quand on regarde la totale du projet, ça ne fait pas de sens. Là, j'ai des cas très concrets qui sont en train d'arriver, où on a des sujets, on manque de véhicules, en ce moment on manque de camions, parce qu'on a des problèmes de supply chain. Et donc, il y a un peu des combats de partout pour savoir qui doit avoir les véhicules, à vendre pour quel concessionnaire, pour quel client et autres. Et chacun, de manière assez naturelle, plaide pour sa paroisse. Moi, mon client est plus important que celui-là. Et donc, tant qu'on n'a pas clarifié comment on va faire, pourquoi on va le faire, et comment on va potentiellement revoir les systèmes d'animation, de bonus, de rémunération, pour que ça accompagne ce changement compte tenu de changements extérieurs qui sont tellement lourds que de toute façon, ils étaient imprévisibles, ben, ça peut pas marcher. Parce que les gens vont faire ce qu'on leur a demandé de faire depuis toujours et ils vont continuer, il n'y a pas de raison. Donc ça demande, je trouve, une forme de pédagogie. Et puis, de plus en plus, je crois que les vrais objectifs, notamment dans ce monde de transformation, ça peut pas être des objectifs individuels. Parce que les transformations sont tellement lourdes que ce sera nécessairement de manière cross-fonctionnelle, transversale, sur des projets complexes. Et il n'y a pas un gugus qui sera capable de tout driver. Et donc, de plus en plus, il va y avoir, à mon avis, des chefs d'orchestre qui vont s'appuyer sur des équipes qui vont devoir animer, des équipes qui feront partie de l'entreprise, des équipes qui seront en dehors de l'entreprise. On a le CEO du groupe qui dit « Partnership is the new leadership ». J'y crois beaucoup, c'est-à-dire que comment on fait bouger en fait un écosystème et comment croire qu'on va le faire seul est à mon avis une grande fumisterie. Alors après, c'est aussi accepter de partager les responsabilités, accepter de partager la valeur, accepter de partager les succès. Et donc, c'est pas quelque chose de très naturel non plus. Il y a parfois une volonté d'être le cador pour être le cador, quand finalement ça n'a pas grand sens. Ce qui est important, c'est qu'on réussisse le projet et que chacun participe avec ce qu'il doit apporter, et après qu'il soit récompensé à la hauteur de ce qu'il apporte. Tu le disais tout à l'heure, une des premières responsabilités du leader, c'est d'aller bien. Comment est-ce que toi, tu prends soin de toi aujourd'hui ? Joker. Non, je prends soin de moi. Je pense qu'il y a des choses que j'ai changées. Le premier truc que j'ai changé, et Dieu sait que ça a été compliqué, c'est ma relation à la bouffe. Je peux avoir une posture assez excessive quand je passe à table. Et je l'ai eu pendant longtemps, et je pense que c'était un refuge quand j'étais dans le dur de manger beaucoup, souvent, passionnément. J'adore toujours manger, mais j'ai quand même rencontré un diététicien il y a en gros quasiment une année, et j'ai essayé quand même de faire gaffe, de prendre un peu soin de moi sur... alors, pas toujours avec succès, et certaines ou certains qui m'entendront, là, je pense, auront un rire sarcastique, parce que je dérape encore, mais je dérape moins, donc faire attention quand même à ce que je mange.
Je suis pas un gros dormeur, mais maintenant j'ai une discipline, je lis tous les soirs. Plutôt que d'être sur mon portable, même si j'ai une addiction quand même un peu au téléphone, mais c'est de lire. Et j'adore bouquiner, et j'ai Marie qui lit beaucoup plus que moi, mais qui sait ce que j'aime, donc j'ai en plus un conseil à domicile. Donc je lis pas mal. J'avais essayé de faire un peu de sport, j'ai joué un peu au tennis avec un super coach à Gerland, là. Ça fait quelques mois là que je fais pas trop, et puis j'ai redécouvert là aussi, grâce à Marie et puis à un couple d'amis qui m'est très très proche, la rando, la marche. Et donc, depuis maintenant 2-3 ans, on marche ensemble, on fait des longs périples. Et j'ai découvert la joie simple de la marche, de la rando, et le bonheur en fait de moi qui ai eu une vie où je faisais le tour du monde dans tous les sens, je descendais dans les plus grands hôtels. Et de me dire le pied d'être en Aubrac et de se faire un petit sandwich, un peu Herta, le goût des choses simples, c'est-à-dire et de redécouvrir ça. Donc après, je pense que je fais pas assez attention à moi, que de temps en temps je suis grisé quand ça va à fond, que j'y trouve un certain plaisir, et parfois que je me trouve même entre guillemets au top quand je suis à bloc, de décider vite, d'être sharp sur les décisions, et ça c'est pas mon signe, parce que quand je suis là d'habitude, après et j'ai vécu ça en 2008 où j'ai fait un burn-out à Pékin, où j'étais allé trop loin et où en fait je me sentais au top, et en fait à un moment ça tombe, et donc là il y a grande vigilance. Maintenant je me connais quand même un peu mieux. En plus, j'ai une nature hypocondriaque, donc il faut que je fasse super F, parce que sitôt je commence à avoir des symptômes, je crois que je vais mourir. Donc ça c'est. Et après, j'ai mes anges gardiens qui commencent par être celle qui est à mes côtés, quelques potes, quelques collègues qui disent c'est bon quoi. Et j'ai eu d'ailleurs des gestes super forts dans la période Covid que j'évoquais où c'était dur, de témoignages de collègues qui m'ont dit Christophe, faut que tu prennes soin de toi, ça tu t'en occupes plus, on prend, ça tu t'en occupes plus. Alors j'avais accepté ce que je n'avais pas fait 12 ans avant à Pékin, j'avais accepté en revanche de me mettre en vulnérabilité et de partager le fait que j'étais dans le dur, et d'avoir la simplicité de dire là j'y arrive pas, ce qui est un effort de dire simplement là j'y arrive pas quoi. Mais d'avoir des signaux et des retours super costauds de gens qui disent mais c'était courageux de nous le dire, et on peut t'aider avec ça et ça. Mais je pense que s'il y a un axe sur lequel il faut vraiment que je sois vigilant, c'est celui-là, parce que j'ai ce côté bon élève consciencieux qui veut pas faillir, j'ai le côté un peu couillon de Zorro, si c'est dur je dois être en première ligne, ce qui est pas toujours vrai, ce qui est même à mon avis parfois faux. Parfois il faut garder le recul pour justement prendre les bonnes décisions. Et puis peut-être avoir la simplicité de partager l'effort quoi, la charge. Et mais aujourd'hui je pense que ça y est, je vieillis, plus simplement je peux le dire, et je suis à l'aise sur le fait de partager des fragilités maintenant, ce que j'étais pas nécessairement, mais là il y a un vrai axe de boulot quand même. Et je veux bien qu'on revienne de quelques minutes sur 2008, parce que je savais pas que tu avais fait un burn-out. Et moi, ce que j'ai observé autour de moi depuis 10 ans que je travaille, c'est très souvent les gens qui font un burn-out dans une entreprise, c'est très compliqué après de revenir dans le même contexte, dans la même entreprise. Donc souvent, soit ils reviennent quelques mois et ils finissent par s'en aller, soit ils reviennent pas du tout. Comment est-ce que toi, tu as surmonté ça pour revenir en poste Alors, ce qui est assez dingue, et c'est pour ça que je sais pas si le terme burn-out est complètement adapté, mais ce qui est assez dingue, si tu veux, c'est que j'avais pris mes fonctions à Pékin sur un job que je n'aimais pas, mais que j'avais accepté, parce qu'il y avait ce remaniement, c'était un poste de marketing qui était pas vraiment le cœur de ce que j'étais, et où j'ai bossé vraiment énormément, enfin énormément, mais énormément. C'est-à-dire par rapport à mes critères classiques, c'était vraiment beaucoup. Je pense que je travaillais... pas 80 heures par semaine, enfin c'était débile quoi, c'était vraiment débile, avec un patron qui était excessivement brillant et qui était super exigeant, qui à mon avis était guère en empathie à l'époque, et en plus comme je ne lui disais pas, qui pouvait pas nécessairement s'en rendre compte,
Et puis un jour, j'ai vu que j'y arrivais pas, c'est-à-dire que de prendre un téléphone pour réserver un restaurant, ça devenait dur. D'aller animer une présentation devant 50 personnes, j'étais mortifié, mais des choses, et physiquement. Et j'ai fini par aller voir une toubib, une française qui m'a filé des cachets pour que je redorme, parce que je dormais plus. Enfin, et je n'ai rien dit au boulot. Alors Marie était évidemment au courant, et c'était très dur pour elle d'ailleurs. Les enfants étaient petits, n'ont pas trop réalisé, mais j'ai rien dit au boulot. Je l'ai partagé avec quelques amis, mais j'ai rien dit au boulot. Et je n'ai pas loupé une journée de travail. Mais je faisais semblant. Et c'était une épreuve. J'arrivais, j'étais rincé de fatigue parce que j'avais mal dormi. Je tenais. Et je dois dire que le fait de prendre des médocs pour dormir, ça a déjà aidé beaucoup. Et puis de ventiler, d'en parler avec Marie. Et après, je sais pas trop je sais ce qui s'est passé. C'est que on m'a proposé de prendre mon job de patron de la Thaïlande, qui était un job là que j'adorais, et que je savais bien faire. C'était un centre de profit à animer. Et ça m'a redonné, je pense, une bouffée d'oxygène. Et par ailleurs, j'ai évoqué que j'étais hypocondriaque, j'étais convaincu que j'étais malade, parce que j'avais des maux de tête épouvantables. Je pensais que j'avais une tumeur au cerveau, que je n'avais pas, en fait. Et quand on m'a prouvé par A plus B que je n'avais rien, j'ai dit, finalement, j'ai rien. J'ai rien d'un point de vue médical. Je change de boulot, d'un boulot que j'aime, je prends des pilules pour dormir, ça va repartir, quoi. Et c'est reparti. Et j'ai un très très bon ami qui un jour est venu me voir en Thaïlande, ça faisait quelques mois que j'y étais, je prenais encore des pilules. Et il m'a dit, il faut que je te parle, est-ce qu'on peut se voir? Et on est allés déjeuner tous les deux. Et il m'a dit, est-ce que je peux te parler d'un truc? J'ai dit, oui, je m'attendais à ce qu'il m'évoque des problèmes perso. Il m'a dit, je sais que tu prends encore des cachets, pourquoi tu les prends? T'as l'air super bien. Et j'ai dit, je vais tenter d'arrêter. Et j'ai arrêté, et nickel. Mais quand même, c'est une histoire qui est marquante parce que moi, si on m'avait dit Christophe Martin va tomber, j'aurais dit, mais n'importe quoi. Christophe Martin, il est invincible. Il a toujours la patate, il est toujours content, il se marre tout le temps, c'est pas possible. Non, Christophe Martin, il a mis un genou à terre, les deux, et s'il avait attendu un peu, je pense qu'il mettait tout à terre. Et en fait, ça a été vraiment une épreuve de ma vie. Je le vis maintenant presque comme une chance, même si en 2020, début de Covid, il y a eu des relents Donc je me suis dit, moi qui croyais que c'était définitivement fini, vigilance, parce qu'en fait, cette fragilité, elle est là. Et je pense que cette cicatrice, elle est là. Mais en revanche, je pense que c'est aussi une force, d'abord par rapport à la gestion de qui je suis. Je vois quand ça part en sucette ou moins. Et aussi par rapport à l'écoute que je peux avoir des gens qui m'entourent. C'est-à-dire que je vois que ça n'arrive pas qu'aux autres, et je vois que ceux ou celles dont on pense que ce sont les plus costauds, parfois on se trompe, c'est-à-dire que ça peut être les plus engagés, mais on ne connaît pas l'intimité des gens nécessairement. Et donc il y a grande vigilance. De la même façon, cette vigilance, elle s'applique sur ses enfants, de pas coller des étiquettes, lui il est ceci, elle est cela, parce que non, on est des mosaïques, on bouge. Et j'ai eu une discussion hier très marrante avec ma maman, dont je suis très proche et avec qui je partage pas mal de choses, et qui une fois me dit mais toi, Christophe, c'est sûr que tu as toujours été plus fragile que ton frère. Et je souris, je lui dis je sais finalement pas si c'est une fragilité. Parce que c'est sûr que c'est une fragilité, je veux dire, d'avoir une forte sensibilité, d'avoir des émotions qu'on vit pleinement. On l'a ou on l'a moins, et c'est comme ça. Et pour moi, je le vis comme une énorme chance, parce que ça me permet justement de vivre pleinement ma vie. Après, oui, parfois ça complique un peu, mais c'est aussi, je trouve, comme ça qu'on comprend mieux les gens qui nous entourent. Et c'est aussi comme ça qu'on a la simplicité de dire que ça va moins bien. Et en plus, fondamentalement, je suis pas sûr que si on creusait vraiment, si on n'a pas toutes et tous en fait des petits trucs tordus
qu'on gère pas parfaitement, quoi. Et on est imparfait et on a besoin des autres. Donc, mais ça a été quand même. Je souhaite pas nécessairement à quiconque de passer par ce que j'ai vécu à Pékin, parce que ça a été vraiment une période pas simple. Mais le super bon côté, c'est qu'on peut en sortir. On peut en sortir. Oui, on dit toujours derrière chaque lumière, il y a la même part d'ombre. Et je crois que quand on comprend ça aussi, cet équilibre même quand ça va pas, quand on a des épreuves difficiles, quelle est la ressource et qu'est-ce que ça vient en fait allumer de beau et quelle est la part de lumière qui est aussi équivalente à notre part d'ombre. On dit toujours on peut pas connaître la joie si on connaît pas la tristesse. Et ça, je crois que quand on est conscient de ça, ça ouvre aussi le cœur empathique, en fait, auprès des équipes et des personnes avec qui on travaille. Ouais, et puis je pense que on peut pas être dans le déni de ses émotions. Je pense qu'après, c'est comme on les gère, mais je pense qu'il faut surtout pas être dans le déni de ses émotions. Et puis, parfois, là aussi, on a des événements ou des choses dures qui nous arrivent et on a l'impression que c'est la fin, ou que c'est très compliqué. Et en fait, après, c'est un peu join the dots. On se dit, mais en fait, il s'est passé ça, mais finalement, ce qui en est sorti... j'évoquais ma sœur qui malheureusement est en traitement et ça fait 2 fois qu'elle tombe malade et elle m'envoie un message avant-hier. Elle dit c'est top, demain je fais ma 9e chimio, je suis en pleine bourre avec des petits personnages guidance et je vois ça et je me dis mais c'est dingue la nature humaine, c'est-à-dire qu'elle est super contente d'aller se soigner. Et comment on vit des trucs parfois qui sont des épreuves, et c'est une épreuve que je souhaite évidemment à personne, mais comment on se décale un peu et on rebondit et on avance et on voit le monde autrement. Alors je souhaite à personne d'avoir des coups durs, mais j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un sur le leader peut-il orienter sa chance, et comment la chance c'est finalement une forme d'aptitude, quoi. Et d'attitude et d'aptitude, c'est aussi comment on regarde ce qui nous arrive. Donc ça, j'y crois beaucoup. Je suis hyper touché par ce que tu viens de dire. Oui, c'est un peu ce que nous raconte aussi Antoine Baron dans son épisode. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter, mais pareil, Antoine, il a fait front à un cancer qui arrivait... on ne sait pas d'où, parce que il raconte, lui, il mangeait sainement, il n'a jamais fumé, mode de vie extrêmement sain, et d'un coup, cancer de l'estomac. Et quel est le regard que tu choisis de porter sur ce qui t'arrive, en plus en plein Covid, quand tu es tout seul, isolé, et est-ce que tu t'effondres ou est-ce que tu regardes ça différemment et ça te permet de faire autre chose après, pendant et après. Ouais. Mais ça demande de la foi, je pense, et du courage de porter un regard aussi positif sur la vie. Ouais. Ça nous fait entreprendre différemment. Ouais. Tu le disais, du coup, tu t'es remis à lire. Est-ce que tu as des livres à nous conseiller ? Alors, je viens de finir Le Mage du Kremlin. Qui est assez dingue, qui est, je trouve, visionnaire et qui donne une bonne lecture justement de la psyché russe. Sinon, j'adore les Romain Gary, sinon je lis des romans. Là, j'ai lu un bouquin dont je ne saurais plus le nom, de Lola Lafont, un très beau livre. Et puis, alors, j'ai lu un livre magnifique. Comment s'appelle-t-elle, je ne sais pas si on dit une rabbine ou une rabbin, sur, je ne retrouverai plus le nom, mais je vous le repasserai après, mais un bouquin magnifique sur justement l'accompagnement des gens qui vont mourir et des familles qui restent. Horviller, je crois qu'elle s'appelle. C'est sublime. Et donc justement, ça aussi, je trouve que c'est des moments de lecture pour moi, d'apaisement, c'est se perdre pour se trouver, quoi. Donc je trouve que c'est moi qui suis plutôt par nature un animal social, où
où j'ai besoin de me ressourcer par les gens que je rencontre. Je me challenge pour arriver à me ressourcer un peu seul. Et ça vient un peu. C'est encore pas terrible. Hein. Quand je me tire une semaine, je peux rentrer et retrouver ma femme qui me dit « Ah, c'était génial, j'étais pépère, j'ai pu bouquiner, j'ai pu faire ce que je veux. » Moi, elle part. Le lendemain, j'ai appelé 5 potes pour dire « Où est-ce qu'on bouffe ?» Enfin, donc, je pense que j'ai besoin des deux. Mais en vieillissant, je trouve que j'ai plus besoin par moments de solitude et d'introspection. Mais des moments qui te font peut-être profiter encore davantage des moments où tu es en groupe. Moi, je voudrais, si tu le veux bien, Christophe, qu'on revienne sur peut-être un tipping point, cette phrase où tu dis « il faut vendre moins de camions ». Moi, j'aimerais savoir, en fait, quel a été l'impact de cette phrase qui paraît dans le magazine Transport Info, qui est une phrase qui est très catchy, qui est extraite de toute une interview. J'aimerais que tu puisses nous raconter un peu, déjà un peu ce qui s'est passé, et puis l'impact que ça a eu, la résonance que ça a eu. Bien sûr. En fait, donc avec la feuille de la route de la CEC, on a discuté, donc comme on l'évoquait, de ce sur quoi on pouvait agir. Et un des éléments clés dont on pense qu'il est nécessaire, c'est tout l'aspect justement de la logistique urbaine qu'on peut revoir, et en disant l'objectif, c'est pas de produire le plus de camions neufs possible qui roulent n'importe comment, quoi qu'il arrive. Donc c'est de se dire, est-ce qu'on peut transporter nécessairement les marchandises, puisque les marchandises, il faut qu'on les transporte, mais les transporter peut-être autrement. Donc comme je le disais, le multimodal, de la cyclo-logistique plutôt que du camion, mieux remplir les véhicules, le véhicule neuf, pas nécessairement reproduire un, mais prendre le vieux, le reconditionner. Donc effectivement, il y a toute une histoire, et effectivement, ce journaliste que j'ai rencontré, qui était très professionnel par ailleurs, a choisi en première de couverture cette phrase bien catchy, il faut vendre moins de camions, que je dite et à laquelle je crois. Alors évidemment, c'est une phrase qui, dans le contexte qu'on connaît, qui peut faire peur, notamment aux gens qui travaillent chez Renault Trucks, puisque, comme je l'évoquais, on a une transformation majeure à laquelle on est confronté, ou tout du moins, peut-être au-delà d'être confronté, qu'on doit organiser. Et évidemment, quand on organise une transformation aussi majeure, nécessairement, elle peut faire peur aux gens qui fabriquent des moteurs diesel dans notre usine à Vénissieux, aux gens de l'après-vente qui réparent des camions dont on sait pertinemment qu'il y aura moins d'après-vente demain. Et donc, le risque de ce titre qui marque, c'est de créer un peu de trouille, mais je trouve que c'est aussi un rappel à l'ordre de se dire, on a peut-être une autre façon d'appréhender notre job, on va continuer d'offrir des solutions de mobilité, et des solutions de mobilité sur la route de la décarbonation, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de camions? Est-ce qu'on peut pas mutualiser des camions? Est-ce qu'on peut pas avoir des camions qui sont mieux remplis? Est-ce qu'on peut pas avoir effectivement pour certaines applications autre chose qu'un camion qui a moins d'impact? Tout ça, c'est possible, et on peut le développer en développant des nouveaux modèles. J'évoquais notre cycle logistique. On a commencé à lancer les ventes ou locations de vélos cargo. Et il y a un vrai intérêt pour des gros acteurs, donc on peut le faire. Ensuite, les réactions, elles sont multiples, elles sont variées. Il y a certaines personnes, et j'ai entendu dans le réseau des vendeurs qui disent « il est vraiment dingo celui-là, qu'est-ce qu'il vient nous rajouter ?» En plus, dans une période où j'évoquais les problèmes de supply chain. Et c'est souvent des gens qui n'ont pas pris le temps de lire l'article, puisque l'article est un peu plus on va dire, complexe et plus nourri que le titre, bien entendu. Il y a eu des réactions super positives de certains collègues qui ont dit « Ouf, quel courage d'oser mettre un peu le pied dans la mare ». Mais j'ai vu derrière que Aéroport de Paris, le patron d'Aéroport de Paris allait sur une dynamique un peu analogue. Je discutais avec Sophie de Mustela, ils arrêtent quand même de faire des lingettes parce qu'ils disent « ça va pas dans le sens de l'histoire ». Donc je pense que ce mouvement est un mouvement qui est en train de prendre. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver un modèle, ce que je disais, un modèle équilibré où économiquement on s'en sort et où on accompagne cette transformation pour qu'on ne laisse pas de gens sur le carreau. Donc il faut qu'on trouve des alternatives, des nouveaux modèles, mais je suis sûr qu'on les trouvera. Mais si on attend d'avoir toutes les réponses pour lâcher un modèle, on n'ira pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut se dire, on est d'accord que la vision, elle est par là,
il y a des choses qu'on va devoir arrêter. Il y a des choses qu'on arrête. Alors, évidemment qu'il est préférable que le législateur nous accompagne dans cette transformation et nous aide à nous transformer. Il est évident que c'est plus facile si l'ensemble de l'industrie tourne en même temps pour que les règles du jeu changent. Parce que le premier qui part, le premier qui se lance, il a l'impression de prendre plus de risques, évidemment. Mais globalement, je dirais que j'ai eu plutôt des retours positifs. Ce qui est important, c'est pour moi de pas faire ça que pour de la pub. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt un réveil des consciences et de se dire comment on organise cette transformation, comment cette transformation elle peut être vraiment salutaire, comment justement si on se met en driving seat, si c'est nous qui avons le manche, on peut bien le faire plutôt que le vivre de manière contrainte. C'est tout ça qu'il faut organiser. Et puis après, je pense que parfois on m'a dit que j'étais un peu le fou du roi et peut-être que je l'ai été un peu là. Mais je crois beaucoup à cette transformation. Je crois à fond dans Renault Trucks, dans mon entreprise. Je crois qu'on a les capacités de nous transformer et après il faut qu'on ait le courage d'y aller et d'y aller en emmenant les gens à bord. Donc on revient à cette notion d'embarquer l'équipage et que les gens comprennent pourquoi on veut le faire et comment ils peuvent contribuer à cette transformation. Si on n'explique pas, et je pense que parfois on commet l'erreur de pas vouloir expliquer à tout le monde en disant ça va être anxiogène. Je pense que ce qui est anxiogène, c'est de ne pas le dire. Je pense qu'il est bien préférable de discuter avec les gens et quitte à avoir des confrontations, mais je pense que les gens sont capables de comprendre et d'accompagner. Oui, et puis il y a aussi notre responsabilité à nous tous en tant que citoyens et consommateurs, parce que si vous faites ces efforts-là, mais qu'on continue de consommer en allant acheter toutes les bricoles chinoises en plastique et en quantité déraisonnable, t'as toujours besoin d'autant de transport. Non, mais le truc qui est certain, c'est que c'est pour ça qu'on parle de changement systémique, c'est que ça va beaucoup plus loin. Et c'est sûr que quand je vois des horreurs du type tu commandes un truc dans un magasin qui est à 200 mètres de chez toi, qui sera livré gratuitement en moins de 10 minutes par potentiellement une camionnette, je veux dire, on est arrivé et qu'on te dit c'est transport gratuit, alors qu'il est évidemment pas gratuit ce transport. Puisque quand on investit dans un matériel, dans quelqu'un qui conduit, non, c'est pas gratuit. Je pense qu'on est allé, je pense que le e-commerce et la livraison du dernier kilomètre, et on a eu des comportements déviants de citoyens, alors qui, c'est sûr, semblent pratiques. On est devant son match, on commande un truc, on nous l'apporte. Est-ce que ça doit fonctionner comme ça ? J'ai des vrais doutes. Je pense que, et c'est pas ça qui drive le bonheur ou la sérénité, j'y crois pas une seconde. Mais on a pris quelques habitudes. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est un mouvement collectif. Je pense que là aussi, c'est parce qu'on expliquera. Je pense qu'on a une jeune génération qui est capable aussi de remettre en cause, alors qui parfois est paradoxal dans ses comportements, mais qui, à mon avis, est capable de remettre en cause des modes opératoires. Et si on peut les accompagner, tant mieux. Mais je pense qu'il faut pas, en revanche, se dire ça commencera nécessairement par le voisin ou par le législateur ou par... il faut qu'on prenne sa responsabilité et puis espérer que le système globalement bougera. Christophe, là, si on te donne une baguette magique, tu fais quoi avec ? Ah, c'est raide. Je rêve que nos plans de 2040 soient réalisés, c'est-à-dire on est dans un monde apaisé où les températures ont été contenues, où la biodiversité a été maintenue, et un monde où on s'accepte quand même davantage. Je suis honnêtement un peu parfois fatigué par la violence, par le manque de... J'aime bien la mesure, j'aime bien la nuance, j'aime bien l'équilibre. Et je suis pas nécessairement très à l'aise dans des postures violentes, quelles qu'elles soient. Donc, baguette magique, un monde apaisé où tout le monde s'y retrouve, tout l'écosystème s'y retrouve. Et je pense
ça commence par la planète, mais c'est les personnes, les familles, les collègues. C'est une notion d'équilibre, une notion de partage équilibré. Et je pense que cette notion de partage équilibré, elle est primordiale. Est-ce qu'il y a un sujet, Christophe, dont on n'a pas parlé et que tu souhaites évoquer ? Qu'est-ce qu'on mange à midi ? Quelle est la question ? Non, je pense que c'était. J'ai eu l'impression de passer un moment avec vous en discutant entre amis, manière nature. Donc c'est pas un exercice trop difficile et c'est un exercice où on se sent en confiance quand on est chez vous. Donc c'était un bon moment. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que ce matin en particulier, on a fait des ponts entre le perso et le pro en faisant des allers-retours. Donc, tu vois, comme on ne prépare pas et puis on a juste envie de discuter simplement. Et c'est chouette, tu disais tout à l'heure, on est des mosaïques. Et j'ai le sentiment, je pense qu'on a tous les deux le sentiment que tu nous as livré un petit bout de ta mosaïque à toi. Et à la fois, je trouve ça très beau quand tu dis, moi j'ai toujours été à Christophe, et Christophe dans la vie, perso, pro, c'est le même Christophe. Donc y a à la fois, on a capturé un peu de ta mosaïque et on ressent profondément l'authenticité de... Il y a une personne en fait qui est vraie, qui passe par des choses différentes, mais qui est toujours la même personne. Et je trouve ça extrêmement inspirant de la part de leaders, de personnes qui sont en responsabilité et qui construisent des choses des entreprises qui ont vraiment de l'impact pour demain. Donc, merci énormément pour tout ça. Merci. Merci beaucoup, Christophe. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!